Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Pour cette causerie, je vais introduire un autre angle d'explication des problèmes de l'État, des problèmes des relations entre religion et politique en islam. C'est ce qu'on appelle la sociologie des religions. Comment se présente la sociologie de la religion musulmane dans les pays musulmans? La sociologie s'intéresse aux différentes expressions de la religion, selon qu'on habite dans les cités, c'est-à-dire on appartient à ce qu'on appelle la culture urbaine, ou on habite et on vit dans les campagnes avec les paysans, ou bien on vit et on habite dans des régions où la vie nomade, qui aujourd'hui a beaucoup diminué, bien sûr, parce que il y a des maisons fixes maintenant partout, on ne vit plus sous les tentes, mais les coutumes bédouines, les coutumes de la vie dans le désert subsistent encore et ne sont pas totalement remplacées par le droit nouveau qui régit les sociétés musulmanes. Alors, pour simplifier les choses, que se passe-t-il après 1945 au sujet des diverses expressions de l'islam? Eh bien, nous avons un islam géré par les ulama. Il y a des associations de ulama, comme en Algérie, comme au Maroc, et partout, il y a des associations de ulama. Ces ulama représentent un islam savant, mais d'un savoir érudit des textes musulmans anciens, c'est-à-dire qu'ils lisent les ouvrages des anciens penseurs, juristes musulmans, comme les ouvrages de l'école malikite ou les ouvrages de l'école hanbalite ou les ouvrages de l'école chiite, et c'est là qu'ils puisent leur connaissance pour exercer soit le métier de magistrat, al-qadri, soit le métier de mufti, c'est-à-dire de celui que l'on consulte, comme je l'ai expliqué, pour des cas difficiles. Mais j'insiste, ce qui distingue cet islam-là, c'est qu'il est urbain, qu'il utilise la langue arabe écrite, savante, et qu'il se base sur des textes anciens savants. Deuxième type d'expression de l'islam, c'est l'islam populaire. Et cet islam populaire est géré depuis le XIIIe siècle, ça commence au XIIIe siècle, par ce que nous appelons les confréries. At-tariqa, at-turuq. Les confréries religieuses ont couvert la totalité de l'espace musulman, depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc et depuis le Caucase jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est donc un phénomène d'une extrême importance. Je le mentionne ici parce que cet islam populaire géré par les shuyukh, cheikh al-tariqa, le maître de la confrérie, qui a des disciples. Et le maître de la confrérie enseigne des rituels qui sont de plus en plus spécifiques à chaque confrérie. Les Tijaniya, les Mourides, les Naqshbandiya, il y en a beaucoup. Et chaque cheikh est lié à une région d'un pays. Et donc, dans la région du pays, il peut se trouver des populations qui ne parlent pas l'arabe. C'est le cas au Sénégal, c'est le cas à peu près dans toute l'Afrique. Et c'est le cas en Asie. Alors, comment ça se passe? Eh bien, le cheikh, justement, se distingue du alim des villes par le fait qu'il s'installe dans la culture locale, avec la langue locale. Et donc, il communique les enseignements de la religion à travers les langues locales, et non pas à travers la langue savante. Le cheikh lui-même, généralement, connaît l'arabe, peut accéder aux textes arabes, mais son travail essentiel, c'est d'être le médiateur de ce qu'il apprend dans les textes, comme les ulama, pour les communiquer de façon simple, accessible à tous les fidèles de la confrérie, tous les membres de la confrérie,
pour permettre à ces membres de la confrérie de participer à la vie religieuse selon les règles de l'islam. Mais encore une fois, il y a beaucoup de différences parce que il y a les coutumes locales et il y a surtout la sémantique des langues locales particulières aux groupes sociaux différents. Et vous voyez ici combien l'analyse sociologique de la religion nous permet de découvrir des aspects importants que nous ignorons ou que nous annulons parce que nous regardons l'islam aujourd'hui exclusivement à travers l'islam des ulama, à travers l'islam savant des ulama. Mais j'insiste quand je dis savant, que le savant alm d'aujourd'hui n'est pas comparable au docteur qui enseigne l'histoire dans une université ou qui enseigne la linguistique dans une université. C'est une autre formation, une formation différente. Donc il y a le mot savant, quand on l'emploie, c'est trompeur. Car si je dis savant pour les ulama et je dis savant pour les chercheurs en sciences de l'homme et de la société qui se forment à la connaissance moderne des sociétés, je crée une confusion totale. Et puis je m'interdis de comprendre. Justement, le travail d'interprétation des textes religieux, comme je l'ai dit, que font les ulama, sans avoir étudié ni l'anthropologie, ni la linguistique, ni l'histoire moderne telle qu'elle s'écrit dans le monde savant actuel, et qui crée par conséquent des différences dans l'interprétation de la religion. Il y a donc un conflit entre l'islam populaire, qu'on appelle aussi l'islam des marabouts, voilà un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que il y a eu une tension entre les ulama urbains et les marabouts dans des pays colonisés, en Algérie par exemple, il y a eu une forte tension entre ces deux expressions de l'islam. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 90, il y a un retour de l'islam populaire, de l'islam des zaouïas, de l'islam des confréries, parce que les États se trouvent dans la nécessité de s'appuyer sociologiquement sur cet islam populaire qui est modéré, qui est pacifique, pour contenir l'islam de l'opposition politique au régime en place. Là, ici encore, nous rencontrons un aspect politique virulent qui utilise la religion, mais une religion qui n'est pas analysée comme je viens de le faire pour montrer les raisons des expressions différentes de la même religion qu'on appelle l'islam, mais qui n'est pas la même du tout sociologiquement, parce qu'il utilise des références différentes, des outils différents et surtout des mémoires de références différentes. Nous reviendrons encore sur ce point la prochaine fois, c'est-à-dire demain.